Je suis juste le maître de cérémonie. Le président de l'Académie en exercice, Olivier Jardet, va introduire cette séance d'hommage à notre collègue, cher collègue, Adi Steg, qui a été un des plus grands patrons français, grand résistant, juif polonais, réfugié en France, avec un destin extraordinaire, responsable en grande partie de la résistance dans les maquis. Et il a fait un travail dans sa vie exceptionnel. Je crois que nombreux seront là pour témoigner de son apport. Je salue également la présence du président du CRIF, Jonathan Arfi, et la présence de son fils, le professeur Adi Steg, grand patron de la cardiologie française, de la PHP, Gabriel Steg, et sa femme, qui est là, Isabelle Weckstein, qui a réalisé le film que nous allons projeter. Je salue également la présence du président de l'Association française d'urologie, Alexandre Delataille, qui est juste derrière là. On le fera, bien sûr, il sera là avec nous. Tous les collègues urologues éminent, notre ancien président, il y a peu de temps encore, Pascal Richman, grand chef de service d'urologie à l'hôpital de Toulouse, au CHU de Toulouse, et tous les grands urologues français qui sont là, le professeur Claude Abou, Marc Serbib, et puis bien d'autres, François Richard qui est derrière. Donc, Bocon Gibaud, ces élèves qui sont présents. Évidemment, c'est un moment très important pour l'Académie nationale de chirurgie parce que le fait d'avoir donné le nom d'Adisteg à la future école de chirurgie de l'APHP est un symbole extrêmement important que l'Académie a le plaisir de souligner. Et bien sûr, je passe bien sûr tout de suite la parole à notre président pour qu'il continue de montrer à quel point, pour l'Académie, cette cérémonie un peu particulière est en fait un grand événement. La séance est reprise parce qu'elle n'était que suspendue. Alors, je suis désolé devant ce aéropage de grands chirurgiens, je ne suis qu'orthopédiste. Mais bon, j'espère que vous n'allez pas me jeter par la fenêtre et je serai très honoré de présider cette séance, effectivement, en l'honneur de quelqu'un qui me semble avoir coché, Monsieur Steck, votre père, toutes les cases. À la fois les cases chirurgicales, d'enseignement, mais également humaines et de défense d'un idéal. Et je reste persuadé que le côté éthique est tout à fait important. Et la semaine dernière, nous avons pris une décision éthique très importante sur la fin de vie et fait partie de cette académie. Ce n'est pas une science, c'est une réflexion que l'on a, une technicité, et je crois que persuadé qu'on doit y être toujours excessivement attaché. Et donc, je vais regarder, Madame, votre film avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Je peux donc passer la parole, si tu veux bien, au président du CRIF, Jonathan Oui. Arfi, qui a accepté de venir avec nous dans les circonstances que nous connaissons. C'est très important qu'un nom d'un monsieur qui était un juif français, d'abord français, a été un représentant du plus haut niveau de l'exigence médicale. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Merci, Jonathan. Merci, Monsieur le Président de l'Académie nationale de chirurgie, Monsieur les vice-présidents, cher Gabriel, chère Isabelle, chers amis. Alors, avoir le privilège de discuter avec Adisteg, c'était toujours une invitation à voyager entre trois sentiments indissociables qui l'animaient, qui étaient des parts inséparables de son identité. C'était l'amour de la France, la passion de la médecine et le souci du peuple juif et d'Israël. Et ces trois piliers de son engagement personnel et intellectuel, je parle sous le contrôle évidemment de Gabriel, mais et dans le souvenir des échanges que j'avais pu moi avoir avec lui à l'époque, eh bien ces engagements, ils avaient en commun une conviction profonde. Vous l'avez rappelé à l'instant, c'est la foi inébranlable dans l'étude, la recherche obstinée de l'excellence
et le dialogue incessant comme catalyseur d'intelligence collective. Le chirurgien à Disteg, pour le dire autrement, disposé pour réaliser sa mission d'instrument, et le militant, lui, il avait des livres, toujours des livres. Le visage d'Adisteg reste pour moi, dans mon souvenir personnel, associé à une discussion que j'avais eue il y a une vingtaine d'années avec lui dans son salon rue des Génettes, avec au fond un échange qui l'interrogeait, ou j'aimais l'interroger sur son parcours personnel, c'est-à-dire la manière qu'il avait, lui, de combiner son statut de grand chirurgien, de dirigeant d'institutions juives et de citoyen engagé. Et je sais que nous sommes nombreux dans le monde juif français à devoir à Adisteg cette recette intime permettant de combiner harmonieusement engagement républicain et engagement juif. Alors son amour de la France, ça a été rappelé, venait de loin. Dans le shtetl du bout de l'Europe où il naquit, il fallait pour les Juifs parfois se terrer chez soi quand les habitants de villages voisins procédaient à des processions religieuses sur des terres qui étaient des terres de pogrom. L'existence juive était parfois précaire et comme souvent pour des populations juives d'Europe de l'Est à l'époque, sa famille a choisi la France. Elle a choisi la France pour horizon et à peine sortie de l'adolescence, Adisteg a choisi de s'engager dans la résistance, ce qui était déjà une manière de rendre à la France, dont il avait fait sa patrie, sa demeure, de rendre à la France ce qu'il estimait lui devoir. Adi a été président du CRIF, donc le Conseil représentatif des institutions juives de France, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, donc l'organe représentatif de la communauté juive. Entre 1970 et 1974, c'est-à-dire à une période qui a au fond une résonance particulière avec celle que nous vivons aujourd'hui, puisque c'était celle de la guerre de Kippour, quand Israël avait donc été attaqué par surprise et que les Juifs du monde entier avaient cru voir revenir d'une certaine manière les détresses de l'histoire et l'ombre des massacres. J'ai relu récemment d'ailleurs le texte qu'il avait publié dans Le Monde à cette occasion pour partager avec l'ensemble de la société française ce qui étaient ses inquiétudes et je me demande régulièrement en ce moment ce qu'il aurait pensé de la situation actuelle, des massacres du 7 octobre, des questions qui traversent le Proche-Orient et nos sociétés occidentales également. Alors, je voudrais remercier très chaleureusement l'Académie nationale de chirurgie pour cet hommage mérité à Disteg. Remercier évidemment l'APHP, vous l'avez rappelé, pour le choix d'avoir donné son nom au bâtiment de la future école de chirurgie, en lieu et place donc de celui de René Ulrich. C'est un choix qui est un symbole de justice, avant tout, me semble-t-il. Adi, on le sait, a fait le choix d'être chirurgien. L'étymologie du mot chirurgie, vous le savez mieux que tous, c'est le travail de la main, l'œuvre de la main. Et la main, c'est peut-être ce symbole qui définit si bien Adi. Donc la main qui est tendue pour aider, la main solidaire qui rompt la solitude d'autrui. Ça correspond à son parcours, puisqu'il a choisi évidemment de s'engager très vite dans des actions de solidarité au sortir de la guerre pour aider des personnes déplacées à rejoindre la Palestine mandataire après la Shoah, aider à la reconstruction des institutions juives et de la communauté. Bien entendu, son engagement de médecin comme de militant était toujours mu par une conscience humaniste, un esprit de justice et une farouche volonté de transmission, dont peut-être un certain nombre d'entre vous sont aussi les fruits. Donc voilà, ainsi aller à Disteg, toujours en avant, avec au cœur l'amour de la France, la passion de la médecine et ce souci du peuple juif. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Professeur Steg. Merci. Je vais dire juste quelques mots. Je pense que mon père aurait été particulièrement heureux d'être avec vous aujourd'hui à l'Académie de chirurgie. Comme cela est dit dans le film qu'a réalisé mon épouse, la chirurgie est une vocation qu'il a eue très tôt. Et il voulait pas seulement être médecin, il voulait être chirurgien. Et chirurgien, il l'a été de façon extraordinairement déterminée,
dès la fin de ses études, dès la fin de son internat, il a opéré. J'ai compris qu'il avait énormément opéré, qu'il a énormément opéré d'abord comme chirurgien général, c'est-à-dire en faisant toute la chirurgie, à une époque où la chirurgie n'était pas cloisonnée en spécialités et sous-spécialités, et où, bien entendu, on faisait l'orthopédie comme le viscéral, comme le vasculaire, comme l'obstétrique. Et il m'avait raconté cela. Il a opéré beaucoup à une époque où, avant la réforme de Bray, il était en ville et à l'hôpital. Et je me souviens il opérait à tour de bras, que je le voyais tout petit partir dans les cliniques où il allait opérer, à Rémy-de-Gourmont et à Belfond, élève d'abord de l'Ebovici, puis ensuite de son maître à Boulker, qu'il a amené à l'urologie et qu'il a ramené à l'hôpital public à l'occasion de la réforme, puisqu'il a été agrégé en 66. Donc il a vraiment été au cœur de la mutation. Voilà, donc la chirurgie, c'était quelque chose qui était extrêmement important pour lui. Le film le mentionne peut-être pas assez, en 52 minutes, c'est difficile d'arriver à tout mettre, mais ça a été, voilà, c'était une activité qui n'était pas accessoire, c'était une activité qui était très centrale pour lui, et c'était une activité d'action. Voilà, c'était pas une médecine contemplative, c'était une médecine curatrice, et je pense que ça, c'était aussi pas un hasard s'il avait choisi cela. Et puis la deuxième chose que je veux évoquer ici, est plus personnelle, c'est que le film évoque très longuement sa passion de la culture française, son amour de la France. Et il n'est pas venu en France par hasard. Il est venu en France parce que dans les plus humbles villages de l'Europe orientale et centrale, la France, l'affaire Dreyfus, Victor Hugo, étaient des choses qui avaient une résonance qu'on peine à imaginer aujourd'hui. Un pays qui s'était mobilisé pour défendre un militaire juif accusé à tort et qui avait été capable de l'innocenter après l'avoir condamné. La patrie de Victor Hugo, de Racine, de Molière, voilà, ça c'était des choses qui lui parlaient. Et je pense que si mon grand-père a quitté son petit village du fin fond de la Ruthénie subcarpatique pour venir à Paris, ça n'était pas totalement par hasard. Et cela s'est transmis dans l'héritage que mon père en a tiré et l'amour très profond qu'il avait à la fois pour la France et pour la culture française. Merci. Isabelle. Bon, alors moi, je vais dire Merci. vraiment quelques mots. Merci. D'abord, vous remercier à tous d'être là, d'être venus, et en particulier à ceux qui ont déjà vu le film. D'après ce que j'ai compris, ils sont nombreux. Je voulais dire que je suis... Ah ben, je suis ravie. Je suis très fière et heureuse d'avoir fait ce film. Ça a été un long travail. Le parcours n'était pas évident parce que Adi Steg n'était pas. Il était évidemment très connu dans le domaine de la médecine. Il était connu dans le monde juif, la communauté juive, mais il n'était pas connu du grand public. Et c'est très difficile d'intéresser un diffuseur euh, pour un documentaire. Et c'est déjà très difficile de trouver un diffuseur pour un documentaire tout court, mais encore plus pour une personnalité une grande personnalité, mais qui n'est pas connue du grand public. Nous sommes très heureux du succès quand même qu'a eu le film. Je voudrais juste préciser qu'il est aujourd'hui diffusé dans des écoles, et notamment il y a 3 académies, Paris, Créteil et Versailles, qui se sont réunies pour organiser une grande projection pour des élèves pendant la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et pour terminer, j'espère que vous ne serez pas trop frustrés, comme certains ont pu l'être, moi-même d'ailleurs, pour commencer, du fait que je n'ai pas pu retracer tout son parcours médical, qui était très important et très riche, ni interviewer des étudiants, parce que, comme l'a mentionné Gabriel, c'est un format court, 52 minutes, qui nous a imposé par la chaîne, et il fallait faire des choix. Et évidemment, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être dites, mais je vous laisse juger par vous-même et j'espère que vous prendrez du plaisir à le regarder, malgré tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je tiens vraiment à remercier Isabelle parce que j'ai été en contact avec elle pour essayer de monter cette séance ce soir. Et c'est grâce à elle, parce qu'il a fallu son énergie, convaincre Gabriel d'organiser son emploi du temps. Notre collègue Gabriel est un grand cardiologue très occupé. Et donc, mais on a réussi et je suis vraiment très fier et merci beaucoup. Par contre, président, ça peut être évoquer compliqué. le passé chirurgical
urologique d'Adisteg, on a ses élèves ce soir, on a de la chance, et plusieurs d'entre eux, et en particulier, donc on peut donner la parole à Marc Zerbib, bien sûr, à Bocon-Gibaud, notre ami Bocon-Gibaud, et aux urologues, au président de l'AFU qui est présent, et Claude Abou, François Richard, vous avez tous été, je pense, marqués. Et puis, Henri Bismuth, qui n'est pas urologue, mais qui a eu une carrière un peu parallèle à celle d'Adisteg et qui l'a connu et croisé de nombreuses fois, je crois même au tout début de tes études, de ton parcours chirurgical. Mais tu vas le dire. Donc, on va commencer par Henri Bismuth parce que vraiment, c'est un grand honneur d'avoir Henri ce soir. Les premiers mots de médecine que j'ai entendus, c'était la distance. J'arrivais à Paris, je suis inscrit à la fac de médecine, mais on m'a dit, ah, mais non, la fac de médecine, c'est rien, conférence, tout de suite conférence d'externat. Et avant même de commencer mes cours, je m'inscrivais en conférence d'externat auprès du plus brillant, quelle chance, le plus brillant conférencier d'externat en chirurgie, qui était Adisteg. Et je ne connaissais rien en médecine, les premiers mots que j'ai entendus étaient Adisteg. Je suis donc parmi vous le premier de ses élèves. Bravo. Le successeur, le dernier successeur d'Adisteg, c'est Marc Zerbib, qui est avec nous ce soir. Merci Marc de dire quelques mots de ton maître, Voilà. de ton patron. Merci à tous. Je suis ravi d'être naturellement dans notre Académie de chirurgie nationale et pouvoir justement pour faire le pendant ce que Isabelle a dit à l'instant, à savoir qu'à l'issue du film, vous allez découvrir, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, un autre homme et comment un homme a pu faire autant de choses alors qu'il a été tant occupé dans le monde urologique, par sa carrière urologique, par son métier d'urologue. Alors pour justement donner ce versant en disant qu'en plus de tout ce que vous allez voir qu'il a pu faire, je voulais évoquer un peu son parcours urologique et savoir combien il a compté dans le monde de l'urologie nationale, européenne et internationale. Donc, simplement pour rappeler dans cette enceinte euh, en préambule la future école de chirurgie rénovée qui portera son nom, je voulais vous dire, rappeler à ceux qui ne sont pas de notre spécialité, urologue, ce qu'a fait mon maître, le professeur Adisteg, pour l'urologie. Donc, comme le rappelait Gabriel, son fils, d'ailleurs, il était très fier, Monsieur Seg, une petite anecdote, il était très fier quand, lors de réunions euh, publiques, quelques personnes l'interpellaient en disant vous appelez Steg, vous êtes le fils, vous êtes le père du professeur Steg. Donc, il était extrêmement honoré de la carrière de Gabriel, qui était devenu professeur de cardiologie. Et il en était fier, comme on peut l'être de son fils, quand on voit la brillante carrière que faisait déjà Gabriel à ses débuts. Donc, pour rappeler la carrière un peu de mon maître Adisteg, notre maître Adisteg, il a débuté sa carrière hospitalière universitaire, comme le rappelait Gabriel, comme assistant du professeur Pierre Aboulker, d'abord à l'hôpital Saint-Louis, puis à la clinique urologique de l'hôpital Cochin. Il a été au tout début de sa carrière un très jeune conférencier d'internat et d'externat, et le professeur Henri Bismuth l'a rappelé, il était très apprécié, on s'arrachait des places à ses conférences pour les futurs collègues, pour sa clarté, son esprit de synthèse. Il était à cette époque chirurgien à temps partiel puisqu'il était en ville également. Et il opérait effectivement beaucoup. Il était chirurgien à plein titre. Vous verrez dans le film, il le dit, j'ai toujours voulu être chirurgien. J'ai toujours voulu être chirurgien. Et il l'a effectivement pratiqué énormément avant de rejoindre le professeur Aboulker, d'abord à Saint-Louis, puis à Cochin, et devenir son agrégé en 1966. Il a succédé au professeur Pierre Aboulker en 1976. Le professeur Aboulker est décédé brutalement. Pierre Aboulker a été sa nomination comme chef de service de la clinique urologique du pavillon Olbaran du professeur Adisteg a été faite en janvier 1977. J'avais à l'époque, nous avons tous en souvenir à cette époque au pavillon Le Baron des staffs du samedi matin où Laurent Bocon-Gibaud
était un homme des plus actifs, hein, et on était tous assidus à ce SAF du samedi matin à 11 heures, où tous les collègues de ville venaient avec des dossiers sous les bras, exposer les cas difficiles, et M. Sec prenait toujours la parole le dernier pour résumer le cas. C'était l'époque où il n'y avait pas d'échographie, où il n'y avait pas de scanner, où il y avait l'examen clinique, le bon sens, l'intelligence et l'expérience. Et il prenait toujours la parole en dernier et tout devenait clair. L'échographie est arrivée dans les années début 80. Oui, tout à fait. Et donc, je l'ai vécu, donc je parle parce que j'y étais. Et donc, et tout devenait, le cas le plus sombre, le plus compliqué, devenait clair. On était tous émerveillés par son esprit de synthèse, sa clarté décisionnelle. Et les choses avançaient. On passait au dossier suivant. Et c'était vraiment un délice de l'esprit, un délice de la connaissance urologique, un délice du raisonnement médical. Et ça donnait à tout le monde une expérience fabuleuse. On avait l'impression d'avoir son bagage et son intelligence en ressortant de ces fameux staffs qui ont marqué, je pense que Laurent ne me démentira pas. Voilà. Et ensuite, il y avait l'importance des journées d'urologie, l'hôpital Cochin, qu'il a fait qu'il a présidé et organisé pendant 20 ans, avec effectivement la participation plus qu'active et déterminante de Laurent Bocon-Gibaud, et puis ensuite un peu la mienne également dans les dernières années, lorsque j'ai rejoint l'équipe. Et c'était les journées d'urologie où des centaines d'urologues venaient pendant 2 journées entières au mois de juin. Euh, le passer, écouter des cas cliniques le matin qui étaient traités de manière tout à fait pragmatique, avec des revues de littérature, et ensuite la synthèse par M. Seg, et l'après-midi, des conférenciers nationaux, puis très rapidement internationaux, venaient donner des conférences sur les sujets d'actualité, sur les sujets débattus, et M. Seg apportait toujours ses commentaires, donnait son avis avec une perspective éthique des pratiques et des progrès techniques, démontrant l'attachement profond qu'il avait au respect de la personne humaine. C'est ce qui se dégageait le plus de ces ensembles de ces journées. Les gens venaient apprendre à la fois les nouveautés, les progrès techniques, diagnostiques, pratiques, mais toujours avec le sentiment de pouvoir décider sur des choses éthiquement validées. Et d'ailleurs, c'est pas M. Hirsch ici présent et qui préside le comité d'éthique qui le démentira. Il a été à l'initiative de l'organisation des comités d'éthique dès le départ parce que ça transpirait de sa personnalité. M. Seg était un brillant chirurgien. Il le dit dans le film que vous allez voir que c'était sa vocation première. La chirurgie a toujours eu une place importante pour lui. Moi, j'étais venu en 4e année, demander ma 4e année, et il m'avait dit si vous voulez faire carrière à l'hôpital, il faut faire de la chirurgie. Et il m'a dit faites de la chirurgie viscérale. J'avais réservé chez M. Log, dont j'ai été l'élève, et ensuite chez Yves Chapuis, où j'ai été chef de clinique. Faites de la chirurgie viscérale, l'urologie va en avoir besoin. Il avait une vue prémonitoire sur ce qui est devenu l'urologie avec l'arrivée de la prostatectomie totale, des cystectomies avec entéroplastie, des néphrectomies avec thrombus-cave. Toute cette chirurgie, il était attaché à ce qu'on puisse la pratiquer au pavillon Albaran et que ses futurs adjoints puissent y être formés. C'est ce que j'ai suivi. Dans l'urologie, il a été un innovateur. Il pratiquait cette spécialité avec l'idée que c'était une spécialité médicale. Et lorsque le médicament ne pouvait pas aboutir, la chirurgie intervenait. Et donc, il a été toujours un innovateur des progrès médicaux dans notre spécialité. Il a été un des premiers à développer les analogues de la LHRH. Il a été un des premiers à utiliser le BCG pour les tumeurs superficielles de vessie sur le carcinome in situ, où il disait enfin cette maladie orpheline avait un traitement potentiellement de guérison curable. Et il avait toujours cette idée de progrès par la médecine et par la chirurgie à tout niveau, médicaments ou progrès technologiques. Pour l'association, pour l'organisation de l'urologie en France, il a été également extrêmement actif puisqu'il a été
Le premier, il avait été auteur d'un rapport, mais tout ça, tout le monde, chaque professeur dans son parcours avait fait un rapport pour l'affût. Mais surtout, à partir de 1986, il a été le premier président élu de l'Association française d'urologie, qui était en pleine réorganisation dans son fonctionnement. Il a contribué à moderniser, en compagnie de François Richard et de Guy Valencien. Ils ont été les premiers à redonner à cette association un élan qui a fait son rayonnement international aujourd'hui. Il a été également, à l'échelon européen, un secrétaire de l'Association européenne d'urologie. À l'époque, je me souviens d'un congrès qu'il avait organisé à Budapest. À l'époque, il y avait encore l'URSS. Et il fallait, je me souviens de ses inquiétudes, il passait les week-ends à aller en Europe de l'Est. Hein, et pour organiser ce congrès, il revenait effaré sur l'organisation déplorable et l'état déplorable de la société hongroise de l'époque, mais de toutes les sociétés qu'il visitait, comme secrétaire général de l'Association européenne d'urologie. Il a été également membre du Conseil économique et social, qu'on n'appelait pas environnemental à l'époque, et il a été chargé de l'organisation des services d'urgence en France, dans les hôpitaux. Il a été le créateur des services des SAU, des services d'accueil des urgences. J'ai vécu cette période avec lui. Son esprit n'était pas ce que malheureusement sont devenus ces SAU. Son esprit de développer des services d'accueil, des urgences graves, des urgences sérieuses. Et l'organisation était pour avoir un accueil avec un niveau technologique et un niveau médical qui soit au niveau d'accueillir des urgences vitales. Je vais aller un peu plus vite. Voilà. En fait, voilà. Alors, je vais résumer, mais je tenais à... poser une question. Oui, bien sûr. Parce que tu as été témoin, simplement. Parce que tout le monde, le grand public en particulier, a connu Andy Steg parce qu'il a eu l'occasion d'opérer des malades célèbres. Ah oui, non, mais ça, oui. Est-ce que tu peux dire un tout petit mot Il les opérait là. Il a opéré. Non, il n'aurait pas aimé qu'on le fasse. Non, il n'aurait pas aimé qu'on le fasse. Ça intéresse tout le monde. Non, ça intéresse, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Voilà, moi, j'avais prévu dans les papiers que je viens de ranger de ne pas parler de ça parce que ça lui aurait déplu. Ça lui aurait déplu. Y compris pour les éléments qu'on verra à la fin du film, où d'autres sont apparus à sa place parce que ça lui aurait déplu. Il avait un respect du secret médical, un respect de l'éthique des pratiques, il n'apparaissait pas. Et il distribuait par contre ses soins avec la même attention, la même au plus humble comme au plus grand. Hein. Et donc c'était un homme d'une dignité, d'une éthique, c'est un homme respectable, un homme d'une grande exemplarité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Rappelez que c'était un grand chirurgien et qu'il n'est pas, il est à l'honneur de la science publique d'avoir choisi le nom d'Andy Steg pour que l'école de chirurgie de l'assistance publique des hôpitaux de Paris porte son nom dorénavant. Voilà, merci à tous. J'aimerais quelques mots, Emmanuel. Tu veux dire un tout petit mot. Président de l'AFU d'aujourd'hui, élève de Claude Abou, ici présent. Je crois qu'entre la période qu'a décrite de la vie d'Andy Steg active en tant que chirurgien, l'urologie a connu tellement d'évolutions, la robotique, etc., la première prostatectomie par robot de Claude Abou, etc. Et donc, c'est important de montrer à quel point, en fait, l'esprit d'Andy Steg a été un esprit de transmission. Il a transmis aussi bien l'intérêt de l'évolution de la médecine, de l'urologie, mais également, je pense qu'il a transmis à son propre fils l'amour de la médecine, puisqu'il est devenu un grand cardiologue. Donc, la transmission, je crois, dans l'esprit, en tous les cas, juif qui était le sien, c'est un fondement essentiel de l'évolution des sociétés. Et c'est la capacité de transmettre et d'avoir une pédagogie pour les plus jeunes. Merci. Merci beaucoup. Oui, alors 10 secondes, hein, vraiment, parce que je suis arrivé en urologie quand malheureusement lui en partait. Et j'ai pu finalement percevoir M. Steg par ses élèves, par les personnes qui m'ont guidé dans ce grand chemin. Je remercie beaucoup. J'ai déjà vu votre film. Je trouvais que c'est extrêmement didactique, extrêmement intéressant. Je pensais retrouver tout l'urologue qu'il était, et en fait non, j'ai découvert vraiment l'homme qu'il était, et j'ai appris énormément de choses.
Alors, au sein de l'Association française d'urologie, vous savez qu'il a eu un impact important et l'Association française d'urologie aura à cœur de diffuser ce film qui est extrêmement important pour notre communauté. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut lancer le film maintenant? Ou qui veut prendre la parole? Pascal, peut-être quelques mots. Oui, je crois que c'est important que notre passe-président de l'Académie, grand urologue, chef de service, merci de nous dire quelques mots. C'est très gentil de me faire cette proposition que je ne peux pas refuser, évidemment. Mais Laurent Bocuse-Giraud, François Richard, qui pourraient s'exprimer, qui vont sans doute le faire. Il faut une certaine légitimité. J'ai été de longues années après lui président de l'Association française d'urologie, donc j'ai pu de l'intérieur voir le travail qu'il a fait et également au sein de l'Association européenne d'urologie. Alors pour être très bref, simplement une remarque personnelle et puis une remarque peut-être plus philosophique. J'ai été son élève aussi directement au pavillon Albaran pendant 6 mois. Et ça, c'est la partie personnelle. Évidemment, je l'ai trouvé exactement comme vous l'avez décrit. Mais ce qui m'a frappé, c'est dans les années suivantes, pendant des années, des dizaines d'années, chaque fois qu'il me voyait, chaque fois qu'il me croisait, bonjour Pascal. Et ça, vous ne pouvez pas savoir que pour un jeune interne, puis un jeune chef de clinique, un jeune chirurgien en train de faire sa carrière, c'est tellement important d'avoir un grand patron qui vous appelle par votre prénom dans un couloir, sur un escalator, etc. Et ça m'a beaucoup marqué. Et puis, la deuxième chose qui est peut-être philosophique, si l'on veut, et pour résumer toutes les qualités que vous avez évoquées et que en 6 mois, j'ai pu palper, je dirais que mentalement, enfin, sa structure mentale résumait ce que devrait être l'humanité et le grand monde aujourd'hui. Merci. Si vous me permettez, on a cité 3 noms importants. Je voudrais encore 2 interventions. Laurent Bocuse-Giraud et M. Abou. Laurent, Claude Abou et François Richard. Si vous voulez bien, parce que vous êtes quand même les représentants de la discipline, ses élèves en grande partie, et merci d'être là. Ses successeurs, donc Laurent, merci. Merci de dire quelque chose. J'ai eu la chance de pouvoir suivre Adisteg pendant 20 ans, parce que je suis arrivé interne à Cochin chez M. Aboulker en 1968. Je suis devenu ensuite chef de clinique et j'ai eu la chance d'être nommé à l'agrégation et d'être l'adjoint d'Adisteg pendant près de 10 ans. Et je dois dire qu'au cours de son internat, on a plusieurs patrons et on n'a pas toujours la chance de rencontrer un vrai maître, c'est-à-dire quelqu'un qui change complètement votre approche de la chirurgie et de la pratique chirurgicale. Marc a dit tout ce que Adisteg avait fait dans l'urologie et je voudrais rajouter qu'un de ses enseignements, celui de Pierre Aboulker, les plus importants, c'était que finalement la satisfaction du patient prime celle de l'opérateur. Merci pour cette belle phrase. François Richard. Bon, je serai très bref. Passe-président de l'Académie nationale de chirurgie. Tu viens où? Je serai très bref. Adisteg, il m'a proposé, alors j'ai été tout jeune chef de clinique, de lui succéder après lui et Bocuse-Giraud à la Société française d'urologie, alors que je n'avais jamais été son interne. Je faisais partie des écoles de plus. À l'époque, c'était une période où il y avait certaines tensions entre les différentes écoles. J'ai trouvé ça remarquable. Et toute ma vie, d'ailleurs, je l'ai remercié plusieurs années après, de ce geste que je trouvais excessivement élégant. Merci beaucoup, François. Monsieur Abou. Le professeur Claude Abou, qui est vraiment très court également. Merci. Adisteg m'a demandé à plusieurs reprises, quand il y avait une innovation, est-ce que tu y crois? Est-ce qu'il faut y aller? C'est-à-dire qu'il pensait toujours à l'innovation, mais il se demandait si effectivement c'était la bonne direction, étant donné que notre orientation personnelle, c'est aussi de choisir les bonnes innovations. Et on sait qu'en urologie, à plusieurs reprises, on nous a proposé des choses extraordinaires poussées par l'industrie et que c'était pas très bon. Et effectivement, il le demandait, il essayait de voir quel était le bon chemin et il nous demandait notre avis. Monsieur le Président, est-ce que je peux donner encore la parole à un ami et à un philosophe, président du comité d'éthique, Emmanuel Hirsch, dans les circonstances, présenter un film de cette importance dans le cadre de l'Académie nationale de chirurgie,
quel sens ça a pour toi dans la situation que nous vivons aujourd'hui? Juste, Parce que ce qu'on peut évoquer tout à l'heure, tu l'as dit, ça a été le co-créateur de l'espace éthique de la PHP. Et quand Alain Cordier, en 1995, a voulu qu'il y ait une institution en quelque sorte un peu originale au niveau des hôpitaux de Paris, la première personne qu'il a consultée, c'était Adisteg. Et on a eu une rencontre, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais c'était à Port-Royal. Il était déterminant pour toute l'histoire, en quelque sorte. Alors, je ne sais pas si on peut dire l'histoire de l'éthique, mais de l'incarnation de l'éthique. Il était à la fois pragmatique et pour moi, c'était un penseur. Donc, chaque fois qu'il y avait une réunion, ben, comme vous l'avez évoqué, moi, je n'ai pas eu comme patron, je l'ai eu comme inspirateur au niveau de l'éthique. Et chaque fois qu'il y avait une réunion, il avait à la fois l'observation de terrain, d'éthique appliquée, et puis ensuite une ouverture toujours très spirituelle. Donc, je terminerai pour dire qu'effectivement, il a apporté beaucoup aujourd'hui à celles et à ceux qui ont la prétention d'incarner l'éthique sur le terrain. Et je pense qu'il est une référence précieuse. C'est pour ça que je remercie l'auteur du film, parce que quand j'ai regardé ce film... Elle est derrière toi. Voilà. Je voulais vraiment vous remercier parce que la dimension d'éthique, elle est omniprésente. C'est un engagement éthique pour l'universel. Voilà. Donc, il a défendu les valeurs de référence. Et un dernier point, quand même, qui n'est pas anecdotique, l'éthique biomédicale est née avec le Code de Nuremberg. Les gens l'ignorent. Le début de l'éthique biomédicale contemporaine, c'est après la Shoah. Et donc, avoir une personnalité qui incarne sur le terrain ces valeurs, c'était quelque chose de précieux. Merci. Alors, Merci, je Emmanuel. me permets, parce qu'on a aussi la chance exceptionnelle d'avoir dans la salle un ami que je connais de longue date, qui est un collègue dermatologue, le docteur Bruno Aliwa, qui, tu viens de parler de Nuremberg, post-Shoah. Notre ami qui est à la fois médecin, mais un historien de la Shoah, et en particulier de la période de l'occupation en France. Et donc, il a été un de ceux qui a exhumé finalement, ce qui n'était pas apparu à tout le monde, le rôle malheureusement collaborationniste du professeur René Le Riche, qui était un grand chirurgien. On connaît tous la valve de Le Riche, le syndrome de Le Riche, etc. Mais il n'empêche que pendant l'occupation, il a été président du Conseil national de l'ordre des médecins et que Bruno a exhumé des documents de sa main, signés, excluant un certain nombre de collègues juifs qui demandaient encore à pratiquer la médecine et dont il a dit non, c'est terminé, vous ne serez pas, vous n'exercerez plus. Alors que parallèlement, Bruno, tu peux nous dire un tout petit mot, parce que ta réflexion actuelle, dans le contexte actuel, je crois que c'est très important de montrer que s'il y a eu des collaborationnistes graves comme ceux-là, il y a eu également des justes, parmi les médecins, parmi les chirurgiens, et qui ne sont pas suffisamment connus. Et il faut ressortir ce passé positif de collègues qui ont fait ce qu'il fallait quand, au risque de leur propre vie, ils ont sauvé des juifs en leur faisant soi-disant une appendicectomie. Ils ont fait une postectomie pour refaire un prépuce à des juifs parce qu'il fallait masquer le fait d'être juif, etc. Donc, merci Bruno de dire quelques mots parce que c'est très important que l'Académie s'empare de l'éthique quand il s'agit de vraiment de se battre aujourd'hui contre le racisme, contre l'antisémitisme. C'est le sens de mon engagement aujourd'hui, ce soir. C'est pour ça que je te demande avec plaisir de dire quelques mots. D'abord, merci de m'avoir offert la parole. D'abord, je voudrais féliciter si tu veux bien je voudrais féliciter Sophie parce que Isabelle, pardon. Isabelle. Sophie, c'est ta sœur, excuse-moi. Mais je trouve que pour la qualité du film, qui commence par la vie, la naissance d'un homme dans un pays très loin de la France, l'intégration d'un enfant juif en France, quelqu'un, et puis surtout qui se termine par ce bâtiment. Oui, bah alors je ne vais pas le dire, mais en tout cas, je pense que ce qui est très important, c'est d'insister sur l'œuvre de l'homme qui a toujours été pour beaucoup de personnes un exemple. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a bien sûr le rôle de René Le Riche, qui est la facette sombre de la médecine, mais on oublie trop souvent qu'il y a des centaines de médecins qui ont eu un rôle admirable. Certains ont reçu la médaille des justes. Il y a 52 médecins qui ont été justes parmi les nations en France, et notamment beaucoup de chirurgiens urologiques qui
en fait, faisait des faux certificats disant que la personne avait eu une circoncision, ce qui évitait à certaines personnes d'être exclues ou d'être arrêtées. Voilà, donc je voudrais te remercier, te féliciter, puis dire que pour toute une génération, Adisteg représente un exemple à la fois pour l'homme, à la fois pour le médecin, à la fois pour l'éthique et pour tout ce qu'il a fait. Félicitations à toi. Bravo, merci. Merci. Ben, je crois qu'il est temps peut-être de passer à la projection du film, si tout le monde veut bien prendre on va se rasseoir face au film. Merci. On peut le suivre sur le grand écran. Merci à tous d'être là. Ah oui, c'est... C'est parce que je voudrais honorer plusieurs êtres dans un être, plusieurs parcours d'âme, plusieurs vies dans une vie. Porter le rêve du même et du loup. Porter le rêve d'une citoyenneté multiple. Elle, inséparable. L'amour de la France et l'amour d'Israël. Le souci d'Israël. De la ressemblance et de l'indifférence, de l'harmonie et de la continuité entre le passé et le présent. Avant que mes collègues vous posent des questions sur l'histoire juive et sur l'Alliance, est-ce qu'on pourrait vous demander un témoignage personnel? Vous êtes arrivé en France comme étranger, comme fils d'étranger. Vous avez fait l'expérience comme enfant juif, étranger de la guerre. Puis vous avez fait l'expérience de la naturalisation. Et enfin, vous êtes français. Est-ce qu'à travers ces différentes étapes, on pourrait vous demander de préciser quel a été un petit peu ce rapport à la France aux différents moments? Je chercherai, pour vous répondre, à extraire quelques épisodes qui peuvent avoir trait aux problèmes qui vous concernent. Effectivement, je suis né en Slovaquie, et fin fond de la Slovaquie, peut-on dire, ce qu'on appelle la Ruthénie subcarpathie, au bout du monde, en quelque sorte. Et je suis arrivé en France en 1932, gamin, et j'avais tout pour plaire à l'époque. J'étais juif, métèque, et classé globalement dans la catégorie des Moldovins. Je suis partout. Par conséquent, j'avais tous les facteurs de rejet, si vous voulez. Et dans cette petite pointe très incertaine, à l'extrémité est de la Tchécoslovaquie, la région des Ruthénies subcarpathiques. C'est un tout petit point perdu à Brest-Peter. Et il y avait à côté le même Veletsky, habité par les non-juifs, les Ruthènes, et disant fanatiquement religieux. Les religieux à l'époque, ça veut dire que nous étions les meurtriers de Jésus, et très sérieusement. Et il y avait à un moment donné, donc, souvenons ici à Pâques, il traversait une procession le village, et nous étions calfeutrés dans nos chambres, terreur, d'un pogrom. Entre 1919 et 1922, plus de 150 000 Juifs sont tués lors de pogroms, notamment en Biélorussie, en Ukraine aussi, et dans une partie de l'actuelle Pologne. Ces massacres provoquent le départ d'une partie des survivants vers l'Europe occidentale et les États-Unis. D'après mes lectures ailleurs, j'ai lu que c'était un fait symbolique, alors intégralement juif. Ces bouts, ces shtetl vivaient absolument au rythme du Shabbat. Le samedi après-midi, on chantait. Je me souviens de mon père, il terminait toujours en disant Amechai Suzain Ali, c'est-à-dire quelle suavité d'être juif. Le premier souvenir, je suis dans le lit. Ma mère
formidable. Elle vient me réveiller, mais très gênée de me réveiller. Elle passe les mains sous la couverture et me met les chaussettes. Je ne m'attrape pas froid. Et je me lève, et sonnant, elle me dit, Baudé, Baudé, la première prière que font les enfants, je te remercie de m'avoir rendu mon âme. Cette photo a dû être prise au moment où mon père allait partir pour Paris. Il y a donc au centre mon grand-père maternel, puis ma grand-mère maternelle, elle a été déportée, le petit garçon entre les grands-parents a été déporté et revenu. Derrière la maison, il a été déporté, il n'est pas revenu. À la gauche du grand-père, il y a ma mère, très jeune femme. Et devant mon père et ma mère, les trois enfants. La quatrième, ma petite sœur, n'était pas encore née. L'aîné, Henri, puis Rose, et puis moi-même. Alors un jour, vous avez reçu la nouvelle qu'il fallait partir pour Paris. Ah, c'était affreux. Le jeudi après-midi, on m'a conduit chez le coiffeur et on m'a fait des paillettes. À Paris, Paris. Moi, c'était une blessure incroyable. Aller à la gare avec la locomotive qui est arrivée. Mais non, c'était pour moi énorme, les flammes qui sortaient. Et là, on est arrivé rue de Côte, notre logement à Paris. Tu es quand même entré dans la célèbre école communale de la rue des Hospitalières Saint-Germain. Le jeune merveille, j'avais pris de leçons de français. Comment est-ce possible? À côté de la rue de Côte, il y a un jardinet, soit Antoine Vollon. Je jouais là, le matin au soir, avec les copains. Et c'est avec eux que j'ai appris le français. Tu as été repéré aussitôt pour ton intelligence et ta passion d'apprendre par le grand pédagogue Marcus Cohn. Marcus Cohn, directeur de l'école maïmonide, débarque un jour à la maison rue de Côte et il dit voilà, je voudrais qu'un vrai vienne à l'école maïmonide. Il n'y avait pas d'argent. Et Marcus Cohn m'a dit pas de souci, il aura une bourse. On se dit bon, il n'y a pas de problème, je suis bon, ça m'a dit. Tu es entré ensuite au lycée Condorcet, puis Voltaire, les encyclopédistes et la démocratie. À l'égard de l'école laïque et républicaine, tu ne l'as jamais fait. En mai 1940, l'armée allemande envahit la France. Le gouvernement britannique demande l'armistice. Le 14 juin, elle entre dans Paris pour une occupation qui durera plus de 4 ans. Rappelez-vous surtout que vous êtes des hommes, les hommes d'une vieille et glorieuse nation. Je vous exhorte à vous grouper au procès solide qui me défendre la terre et notre race. Assurer l'avenir avec de votre source de maréchal. Et d'abord assurer l'avenir de la race. Est arrivé l'année 41. Alors, l'année 41 a été une année d'élection, pas posteriori. D'abord, ça a été une année de famine. Nous vivions strictement avec des tickets de pain, de beurre, etc. C'est-à-dire rien, le froid. Ça a été un hiver extraordinaire, extrêmement douloureux. Mais il y a eu quelque chose de beaucoup plus grave, c'est que là qu'on commençait véritablement les persécutions, puisque mon père a été arrêté donc la première fournée, c'est-à-dire en mai 41. Il n'a pas été raflé. Il avait reçu une convocation pour se présenter au commissariat de la rue Traversière le lendemain. Il est allé au commissariat, parce que tout ça se passait dans un milieu français, il n'y avait pas un Allemand, et nous l'avons accompagné. Partant, il pensait qu'il partait dans un camp où il allait sans doute travailler, et de fait, il a donc été envoyé à Boula. Et il avait même été le voir à Boula. On l'avait autorisé à sortir, à voir ses enfants, puis il est revenu au camp. Beaune, 18 janvier 1942. Mon cher enfant, avec l'aide de Dieu, le second jour de Shvat, tu auras 17 ans. Puisses-tu vivre jusqu'à 120 ans. J'ai décidé de te souhaiter ton anniversaire, même si ce n'est absolument pas une coutume juive. Mais là, je vais faire une exception pour toi, parce que le chiffre 17 équivaut à Tov, beau en hébreu. Je te souhaite le mérite d'Abraham, notre père.
Puisses-tu être en bonne santé et fort jusqu'à 120 ans. Puisses-tu nous donner, attaché à maman, ta sœur ainsi qu'à moi, beaucoup de satisfaction. Que les souffrances des Juifs puissent à présent prendre fin. Je t'embrasse de tout mon cœur, ton père qui vit pour vous tous. J'ai retrouvé cette fiche dans le fichier de bon de la relance qui est tenu par la police. Et on imagine la secrétaire appliquée, dessinant parfaitement le nom, écrivant marié 4 enfants, sachant qu'il s'agit de quelqu'un qui va partir au camp, et qui est, à mon sens, l'illustration de l'administration à cette époque. Ils faisaient leur travail sans se poser de questions, et le faisaient bien. Sur l'autre versant, le motif d'internement est dit en surnombre dans l'économie nationale. Je suppose que personne n'était dupe à l'époque. On savait que c'était le motif de l'arrestation et ultérieurement de la déportation. À la dernière ligne, il n'y a pas non plus mentionné dans la mutation de déportation, mais remis aux autorités allemandes. Le 27 juin 1942, à ce moment-là, il a été déporté par une direction gauche. C'était relu. Ils ont fait le recensement, parce qu'ils voulaient savoir où sont les Juifs. Ensuite, ils ont fait l'étoile pour pouvoir les repérer. Et donc, on a reçu un papier, il fait dans le journal, que le lendemain, il faudrait se présenter à la Tour Saint-Jacques. C'est là qu'on nous donnait l'étoile. Contre, on avait des cartes de vêtements, des points. Il fallait donner quelques points de la carte de vêtements qu'on échangeait contre l'étoile. On avait l'étoile. J'arrive au lycée Voltaire. J'entre en classe un matin avec l'étoile. Ça a été la consternation. Silence absolu. Et le professeur de lettres, M. Dumont, mes enfants, prenez votre livre de texte et nous allons étudier ce chapitre de Montesquieu intitulé De la tolérance. Silence absolu. On a étudié ce chapitre sur la tolérance. Histoire absolument vraie. Et quand je suis sorti de la récré, dans la cour, les enfants étaient autour de moi. Certains m'ont embrassé, ça ne se faisait pas du tout. Et vers 18 heures du soir, arrive un de mes camarades de lycée, Pierre L'Herbier, qui arrive, il écoute mon père, a rencontré quelqu'un de la préfecture et qui a dit que cette nuit, il y aura un rafle des Juifs, il faut vous cacher. Il est 8 heures passées, c'est le couvre-feu, il ne faut absolument pas sortir. Que faire? Un père, moi et mes 2 sœurs. Je suis descendu chez la concierge. Je lui ai dit, écoutez, voilà, les Allemands vont nous chercher cette nuit. Et cette femme, il lui dit, une seconde, il a dit, mais voilà, il y a un appartement au premier étage qui est vide, pas vide, qui est vide, qui est inoccupé, il y avait quelques meubles, voilà. Et ils entendent à un moment qu'au petit matin arrivent les policiers, tapent à la porte, il n'y a personne. Et à ce moment-là, il y a le voisin qui était très gentil, qui donnait des bonbons aux enfants, enfin, qui sort et qui dit aux policiers, tapez fort, ils sont là, je les ai entendus. Oui, quand c'est une rue de Juifs, vers 5-6 heures du matin, des hurlements de femmes, laissez-nous les enfants, ne prenez pas les enfants, je ne sais pas, ils hurlaient, c'était intolérable. Adil échappe ainsi de justesse à l'arrestation. La rafle du Veldiv est la plus grande rafle visant les Juifs en Europe occidentale de toute la Seconde Guerre mondiale. René Bousquet, secrétaire général de la police du régime de Vichy, en a été le donneur d'ordre. Entre le 16 et le 20 juillet 1942, 13 152 Juifs, dont plus de 4 000 enfants, le plus souvent français, furent arrêtés par la police parisienne et déportés à Auschwitz-Birkenau. Une centaine d'adultes survivra au tristement célèbre camp de l'Allemand. La France est alors coupée en deux par une ligne de démarcation qui sépare la zone occupée de la zone libre. Et puis, nous allons prendre des dispositions pour passer en zone sud. En sud, il fallait beaucoup de passer en zone sud, et c'est là que
commence une toute nouvelle aventure. J'ai eu une carte d'identité, mais j'étais né à Vannes, dans le Morbihan, avec une date à peu près équivalente, et avec cette carte d'identité, ma jeune sœur avec moi, on avait appris un passeur à qui on donnait un peu d'argent, il allait des années. Effectivement, il nous a passé, ils sont arrivés, un poste tenu par les gendarmes français, on gardé nos papiers, ils sont restés très perplexes. Où allez-vous? Ben, je vais d'abord à Lyon, et ensuite je vais chez mon frère à Grenoble, une adresse, d'abord celle de Lyon, mes amis à Lyon, et ensuite à Grenoble, parfait, bonne foi, parce que j'étais en France, libre, donc totalement protégés. Je ne pensais pas que nous courions le moindre risque. Et nous sommes arrivés à Lyon. À Lyon, le lendemain matin, par la porte, la police. Et un inspecteur de police me dit, ben voilà, suivez-moi. Et nous avons conduit chez le juge d'instruction, le juge qui s'appelle M. Coendi, et qui a été de virulence. Bande de terroristes, vous, non seulement vous venez bouffer notre pain, mais encore vous venez jeter semer la terreur ici, et en prison. Presque 3 mois, été jugé, il y a eu un non-lieu, et revenu dans la ville de Lyon, tout le monde m'a dit non, il faut voir la Demeure. Il avait décidé de nous envoyer, moi à Casaubon, ma sœur à Vic-sur-Serre, et ultérieurement, elle allait me rejoindre à Casaubon. Le château du Béguet, situé à Casaubon, appartenait au comte et à la comtesse d'André. Il fut transformé en centre d'accueil, notamment pour les juifs étrangers. Dirigé par l'abbé Glasberg, un juif converti, curé à Lyon, animant l'amitié judéo-chrétienne, et par son frère, le lieutenant Vernon. Ce centre devint un haut lieu de la résistance gersoise. Dès son arrivée en novembre 1942, Hadi entre en résistance. Il est rattaché au lieutenant Vernon et suit un entraînement militaire intensif. Il cache des réfugiés, fabrique des faux papiers et participe au combat. Lieutenant Vernon a été arrêté, amené à la santé, et puis finalement déporté, mais pas revenu. Ça, c'était quelqu'un dont j'étais très proche, qui a été un grand frère pour moi. Je lui ai dédié ma thèse, c'est tout ce que je pouvais faire. C'était un homme que j'ai intégré beaucoup, beaucoup moi-même, qui m'a fait en partie. Après l'arrestation de Vernon en 1943 par la Gestapo, Hadi prend la direction du centre à l'âge de 18 ans. En janvier 1944, il part à Sarlat pour préparer la deuxième partie du baccalauréat, tout en poursuivant ses activités dans la résistance. En août 1944, il est nommé sergent au sein du 3e bataillon d'Armagnac et se bat dans le maquis du Puy-Martin. Début septembre, on nous annonce que nous allons libérer la poche de Royan, poche d'aller Allemands, et donc on se préparait pour ça. Et à ce moment-là, arrive Louis, Qui t'a embarqué. qui m'a embarqué. Il m'a dit, je peux faire là, t'es fou, tu dois aller à la faculté, et il fallait voir le commandant, il dit, bon, ok, et je suis parti pour là. Le 25 août 1944, c'est la libération de Paris. Peu à peu, les camps de concentration et les camps de la mort sont découverts et les derniers survivants libérés. Martin Steg fait partie des premiers à témoigner de l'horreur du camp. Auschwitz-Monowitz, camp de travail. Arrivée, organisation du camp, organisation du travail, punition, discipline, pendaison, maladie, pédérastie. Je commencerai par vous donner l'organisation d'ensemble des camps de Haute-Silésie, connus sous la dénomination de KL Auschwitz, pour la raison que les services de la commandanture se trouvaient groupés dans cette région sous le commandement de la plus belle haute que l'on puisse imaginer, l'Oberstufenführer colonel SS Schwarz, qui avait la charge d'organiser et de coordonner la destruction totale des êtres qui lui étaient livrés par tous les rabatteurs SS, Gestapo et autres, que les nazis entretenaient dans toute la partie de l'Europe sous leur domination. À l'arrivée de la gare de triage d'Auschwitz, les transports étaient répartis. Les valides dans une vingtaine de camps de travail, les autres, enfants, vieillards, malades, dirigés sur le camp d'extermination de Birkenau pour y subir le sort d'être brûlés. Les SS nous font monter dans des camions et en route pour l'enfer. Notre dégradation morale et matérielle est commencée. Et pour les Boches, tous les moyens seront bons pour réduire ces hommes à l'état de bête.
Toutes leurs décisions, leurs consignes tendront vers ce but. Mon grand-père, Martin Steg, j'avais 10 ans, s'adresse à moi et me dit, alors, le SS me dit, frappe-le. Et je ne savais pas que faire. Si je le frappais trop fort, il mourrait. Si je ne le frappais pas assez fort, c'est le SS qui prendrait le bâton, qui le tuerait. Il fallait que je fasse de telle sorte que ça ait l'air sérieux et pour qu'il puisse échapper en même temps au sort qu'il attendait. Il m'a raconté ça plusieurs fois. C'est-à-dire que c'était le sujet qui l'obsédait constamment. Et mon père est rentré longtemps après. Il est rentré au mois de mai 45. Et puis un jour, il y a un cri dans la rue. Brusquement, Monsieur Steg, Monsieur Steg. J'entends ça, je me dis, non, c'est moi, mon père, en train de le déporter, il était l'un des premiers revenus. Tous les Juifs savaient que M. Steg est revenu. Et ils allaient voir le roulement de pleurs, parce que lorsqu'ils question était est-ce que vous avez vu un tel, est-ce que vous mariez là? Et lui, il a commencé par dire mort, mort, mort. Au bout de 24 heures, le vivant, il est parti à dimanche se reposer, parce que c'était insupportable. C'était des stylos de larmes dans l'escalier. On a été rapidement pris dans la vie de reconstruction. Il fallait s'occuper de tout ça, s'occuper de nous, les étudiants. Il fallait rebâtir tout de suite, puis refaire sa vie. Les études, j'ai commencé des études de médecine, et ça, c'est une autre aventure. J'étais donc à la faculté de médecine, dans la rue de l'école de médecine. Et cette faculté m'a valu l'événement le plus extraordinaire de ma vie. Parce que très rapidement, première semaine, des choses en amphithéâtre, je vois dans un coin une jeune fille. Je suis resté déduit. Cette jeune fille était ma future femme. Et je savais que j'allais l'épouser. Mais à l'époque, je ne lui ai donné la main que 3 ans plus tard. Elle avait quelque chose qui était essentiel, c'est que sa grande sœur venait d'être déportée le 23 mars 1943. Ça a changé complètement sa vie. Ça l'a brisé aussi. Ma sœur a été arrêtée devant moi, gare de Lyon, où on essayait d'avoir un billet pour partir, le 19 mars 1943. Et c'est la police française qui l'a arrêtée, qui l'a gardée 2-3 jours à la préfecture de police pour essayer de la faire parler et de nous trouver, nous. Et comme elle n'a pas parlé, ils l'ont livrée à Drancy et elle a été déportée le lendemain même. Donc, arrêtée le 19 mars par la police française, elle a été déportée par le convoi du 25 mars qui l'a déportée à Sobibor. Ça fait Evie. Elle avait 22 ans. Chère madame, mercredi soir, je suis arrivé à Drancy ce soir et je serai déporté demain matin. Mais j'ai retrouvé des camarades éclaireurs qui doivent partir avec moi et nous sommes très heureux de le trouver ensemble. Le moral est épatant. Nous sommes tous très gais et optimistes. J'espère que vous allez bien. Je voudrais que vous ne vous fassiez pas de soucis pour moi. Je me sens particulièrement gai et légère. Je serais tout à fait tranquille si j'avais la certitude que vous ne vous en faites pas pour moi. Je ne suis pas à plaindre. De milliers de personnes sont comme nous
Et ne s'en porte pas pour mal. Pas plus mal. Et cette phrase incroyable, incroyable. Nous partirons, nous ferons une chanson. Toutes ces survies, c'est le hasard. Pourquoi à la guerre de Lyon, c'est ma sœur qui était devant et moi derrière, et par hasard, toutes les survies, ça, au bon endroit où on était au bon endroit, à 2 mètres près. Je revois cet hôtel Lutetia où j'avais couru, abandonnant la faculté de médecine, portée par l'espoir fou d'accueillir et de ramener à la maison celle qui avait été arrêtée devant mes yeux, le 19 mars 1943. Elle, arrêtée avec de faux papiers, et moi, passant entre les mailles du filet policier parce que j'étais miraculeusement à 3 mètres d'elle. Pour ma part, le souvenir le plus aigu qui me reste au cœur, c'est celui de cette matinée où j'étais encore à la maison entre mon père et ma mère, avant de partir au Lutetia, et où un brusque coup de fil d'un ami journaliste qui travaillait à la radio nous annonce qu'il vient de voir le nom de ma sœur sur la liste des déportés rapatriés, liste qui venait d'être publiée par le ministère. C'était l'annonce d'un retour que jusque-là nous n'avions pas osé espérer. C'était fou. Nous allions mourir de joie, mourir de pouvoir revivre. Et j'ai vu ce que je n'avais jamais vu, jamais, ou pas depuis des années, dans ma famille prude et austère. J'ai vu mon père et ma mère tomber dans les bras l'un de l'autre, en pleurant, et j'ai couru au Lutetia voir la liste. Mais c'était une fausse nouvelle. Le nom sur la liste n'était pas tout à fait le bon. Elle n'est jamais revenue de Sobibor où elle était partie avec 1000 autres par le convoi du 25 mars 1943. Personne n'est revenu de Sobibor. L'hôtel Lutetia est resté vide pour nous. Il a fallu vivre avec cette absence et le deuil à jamais. Il fallait retourner vers la vie pour redonner force et dignité aux Juifs humiliés aux yeux de tous. Il fallait retourner vers la vie pour nos enfants qui allaient naître. Que soit bénie la mémoire de tous les nôtres qui ne sont pas revenus. Que soient bénis ceux qui ont eu la force et nous ont donné le bonheur de revenir. C'est une photo très précieuse. Et donc, ma fiancée, étudiante en médecine comme moi, cette photo se situe à Marseille. Probablement en 45 ou 46. Au moment où nous faisions partie d'un petit groupe de jeunes étudiants en médecine qui allions accueillir les DP, les personnes déplacées, et une honte de l'histoire, car ces gens sont restés dans des camps de déportés de longs mois après la libération. Nous faisions le convoi de ces trains de personnes déplacées jusqu'à Marseille. Les trains ne roulaient que de nuit. De manière clandestine, nous les embarquaient sur des bateaux pour la Palestine. Et nous promenions après dans les rues de Marseille. Nous avons été photographiés par un photographe ambulant. 6 millions de Juifs morts. Et pourtant, l'idée d'un devoir de mémoire mettra bien du temps à s'imposer. Les politiques mémorielles des États mettent surtout l'accent sur la continuité de la nation à travers la résistance contre le nazisme. Le retour de son père donne à Adi Steg la force de devenir un militant perpétuel, affirmant une double fidélité à la France et au judaïsme. Il devient en 1947 président de l'Union des étudiants juifs de France et joue un rôle essentiel dans le rapatriement d'étudiants juifs du RSS en France. En 1947, il y avait à Moscou un assez grand nombre d'étudiants juifs qui étaient partis, qui avaient été, au moment de l'invasion des Allemands, pour les revenir en France, impossible. Et alors on a imprimé un papier en tête, World Union of Jewish Students, Weltverband der jüdischen Studenten, Hintergrund auf la Milch der Studentin Ayahudi et Union mondiale des étudiants. Et nous avions eu les coordonnées du comité antifasciste de Moscou. J'ai envoyé ça quelques jours plus tard. OK, ils peuvent partir. Et je les ai accueillis, gare de l'Est. Ça a été un moment d'émotion fabuleux. Comment s'est reconstruit la communauté? C'est l'histoire de distingue aussi. Et les Juifs, pas que les Français non juifs, ne voulaient plus entendre parler de ça.
on n'avait que trop parlé des Juifs. Il n'avait plus envie. La naissance de l'État d'Israël a été un événement décisif pour ceux qui avaient une conscience de lien avec le judaïsme. Les autres, ça ne les intéressait plus. Quant aux Goïs, eux, c'était silence radio. Mais les Juifs aussi, même les déportés, ils en parlaient entre eux, mais pas aux Juifs survivants qui n'avaient pas été déportés. Il y avait là un indicible. The solution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 groups, 13 against, 10 abstained. Je suis revenu peu à peu, même pas tout de suite, aux Juifs avant. Il y a quelque chose de plus important que les Juifs individuels, qui est le clan d'Israël, la communauté juive. Malgré tout ce qu'on leur a fait, la continuité du peuple juif, la fidélité du peuple juif, et j'en suis. L'essentiel, c'est l'homme, que j'entends rappeler. L'homme, c'est d'abord et aussi le sien. Et je veux rendre à Gilberte, à son tour, un chaleureux et affectueux hommage. Vous avez fait ensemble un long et beau chemin depuis votre mariage en 1951. Vous êtes en vérité un en deux, cet être unique que constitue un couple indissociable. Depuis très petit, j'avais envie d'être chirurgien. Ça, c'est plus étrange. J'étais sûr, je ne savais pas pourquoi, mais j'étais sûr. J'ai été poussé, porté absolument par ma famille pour être le médecin, le chirurgien. Donc, je suis revenu faire des études comme ça, accomplissant mon rêve et celui certainement de mon frère, de mes sœurs et de mes parents. Que tu sois une des gloires de la médecine française. À cet égard, cher ami, si le respect du secret professionnel n'était pas pour toi un principe, nous saurions qu'il n'est guère de prostate présidentielle, ministérielle, artistique, scientifique, que tu n'aies été exploré et apaisé. J'ai participé à l'opération du général de Gaulle avec mon beau-maître Pierre Aboulker. Nous étions deux, et c'est Pierre Aboulker qui était le chirurgien du général. Il est évident que nous avons passé quelques jours difficiles avant. Il exigeait le secret et ça n'est pas facile de préparer, ne serait-ce qu'un lit de grande taille pour le général. Et pourtant, nous avons à peu près tenu l'intervention, je ne sais pas si on peut le dire, comme pour tout citoyen, sans trop de problèmes. Et ça a été par ailleurs très simple car c'était un malade merveilleux. Il m'a manifesté de l'amitié. Un jour, il était encore dans son lit, je viens et il me dit merci pour tout ce que vous faites. Mon général, vous ne pouvez pas me remercier, je vous dois la vie. Comment vous devez la vie? Oui, je suis juif, j'ai été sauvé par la Résistance, par la libération. Il n'a pas aimé ça. C'est une distance. C'est à ce moment-là. Bon, il est resté très courtois, je l'ai vu ensuite à l'Élysée, etc. Mais j'ai senti que cette chose-là, ce n'était pas son problème. Le pôle qui fut dès la création de l'État d'Israël un fidèle soutien de l'État juif modifie son attitude en juin 1967 à l'occasion de la guerre des 6 jours. Avec 67 et les guerres des 6 jours, il vient à ce moment-là la phrase horrible de Gaulle, qui dépasse certainement sa pensée, ou qui exprime le très profond de sa pensée, ça je ne sais pas, et qui a été traduite par
une image de type, prisonnier en pyjama avec la main à la Napoléon et un pied sur le barbelé et la phrase élue sur le dictateur. Horrible. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, et qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. On pourrait se dire, finalement, D'Estaing, c'est un être assez simple, brillant médecin, brillant professeur, brillant chirurgien, profondément attaché à son judaïsme et profondément reconnaissant à la France. Mais à côté de ça, il vit les complexités de la situation, il se rend bien compte de ce qui s'est passé pendant la guerre. C'est un paradoxe curieux, reconnaissance qui est quasi incompréhensible pour des gens qui ont souffert dans leur chair d'un comportement ignoble. C'est parce que la France lui avait offert la possibilité d'être ce qu'il est devenu. Hier soir, à l'heure où M. Brejnev quittait Marseille, où il avait passé la journée, à Paris, place des Vosges, 3000 personnes manifestaient en faveur des Juifs URSS. Le 11 mai 1971 s'ouvre à Leningrad un procès contre les Juifs pour le seul motif qu'ils voulaient partir en Israël. La plupart des personnes arrêtées avaient, en plein respect des lois soviétiques, sollicité des permis d'immigration dans le cadre de la réunification des familles. Hadi, président du CRIF, se bat pour les Juifs du URSS comme il l'avait fait pour les étudiants juifs. Il mobilise l'opinion avec le soutien d'intellectuels comme Jean-Paul Sartre. L'antisémitisme n'a pas disparu et une série d'attentats extrémistes se propagent en Europe. Les dégâts sont impressionnants. Dans toute la rue Copernic, l'explosion a retourné les voitures, brisé les vitrines, détruit les façades des immeubles. À l'intérieur de la synagogue, plus de 300 Israélites suivent l'office du début du sabbat sous la conduite du rabbin Williams. Les fidèles se précipitent vers l'extérieur. Mais dehors, c'est trop tard. La bombe a tué 4 personnes qui rentraient chez elles. Elle en a blessé une quinzaine d'autres. Que peut-on dire sauf une seule chose et un message pour eux et pour tout le peuple français et pour tous les Juifs de France? Nous n'avons pas peur. Je rentre de Lyon, plein d'indignation à l'égard de cet attentat odieux qui voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé les Français innocents qui traversaient la rue. Je me souviens, j'avais entendu ça, j'étais à un séminaire à Reims, je ne l'oublierai jamais, et j'étais avec toute la direction du monde. Je leur ai dit, je suis bouleversé, je viens d'entendre la déclaration de Raymond Barre, c'est quand même affreux, l'attentat de Copernic, et il a déclaré tant de personnes tuées, dont les Français innocents. Il y a un autre danger qui nous menace, c'est le piège d'isoler la communauté juive de France au sein de la nation. C'est-à-dire de favoriser les accusations réciproques, les reproches, et aussi de faire croire que la communauté juive est un corps étranger dangereux. Et il me semble que c'est dans la mesure où, justement, nous refusons cet isolement et où la nation en entier est solidaire et refuse cet isolement que nous nous opposons le plus activement, à mon sens, au terrorisme. Une foule immense, encore traumatisée par le drame d'hier soir, heure de Copernic devant la synagogue. Une foule déterminée à montrer qu'elle n'avait pas peur. Quand même, là, je dois dire que nous sommes souvent surpris de voir le peu de place fait à l'Holocauste dans les manuels d'histoire. C'est là une excellente façon d'enseigner que l'on pense qu'actuellement, certains puissent mettre en cause l'existence de s'emballage. Vraiment, là, il y a une erreur de pédagogie évidente et qui peut être porteuse de risques beaucoup plus qu'on l'imagine. Dans ce contexte trouble qui ravive les traumatismes du passé, une proposition de loi vient exacerber les tensions. À l'occasion des élections législatives de 1986, le Front National fait son entrée au Parlement et propose la révision du Code de la nationalité. Le parti d'extrême droite développe le concept de préférence nationale. En juin 1986, Jacques Chirac riposte en déposant un projet de loi portant sur la modification du Code de la nationalité. En voulant prendre de court l'extrême droite, le risque est d'amalgamer immigration, chômage et insécurité.
Le Premier ministre se moque du monde. C'est une reculade supplémentaire, ce n'est pas la première, ce n'est pas sans doute la dernière. Je crois que M. Jacques Chirac devrait appeler M. Harlem Désir dans son ministère, ce serait plus clair pour tout le monde. C'est dans cette salle que les auditions publiques débuteront demain matin. Ils sont 16, 14 hommes et 2 femmes, moyenne d'âge 60 ans, universitaires, conseillers d'État, avocats, médecins et même cinéastes. Je crois que la gloire de la France, et en ce sens, peut-être sur le premier modèle, c'est que l'intégration n'étouffe pas l'originalité, n'est-ce pas? Elle n'étouffe pas les particularités privées en aucune façon. Pour venir à cette commission, je me suis un petit peu interrogé et samedi dernier, j'étais dans un office religieux et j'écoutais quelque chose qui m'a surpris et que j'entends tous les samedis dans toutes les synagogues, la prière pour la France, bénisse et protège la République française et le peuple français, que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit grande et généreuse au sein des nations. Enfin, dans ma pratique même, dans les différentes étapes de ma carrière, il m'est arrivé d'exprimer ma gratitude personnelle, ma reconnaissance de ce que la France m'avait fait un des siens. Est-ce que pour autant, parce qu'on est sur le territoire français, on est un Français? On l'est peut-être sur le papier, on ne l'est pas quand on refuse. Et moi, je pense que pour ceux qui ont la double nationalité, il faut choisir. Si on est Français, on adopte les mœurs, les coutumes, les lois, n'est-ce pas? Si on préfère ses racines, ce qui n'est pas méprisable, dans ce cas-là, je crois qu'il vaut mieux rentrer chez soi. Les fidélités que nous avons chacun sont extrêmement multiples et variées, et je ne vois pas pourquoi une fidélité, car il s'agit d'une double fidélité qui n'a rien à voir avec les nationalités, modifierait en quoi que ce soit notre citoyenneté française. Et il est évident qu'un attachement de 4000 ans lie les Juifs à la terre d'Israël et à Jérusalem, et que ceci reste extrêmement vigoureux chez ceux qui sont religieux, c'est évident. Ce soir, c'est Yom Kippour. Pendant 24 heures, la liturgie de Yom Kippour est une liturgie qui tourne autour du temple de Jérusalem. Quand demain soir, je vais entendre la corne du bélier soufflée par le rabbin, je suis reporté 3000 ans en arrière sur le parvis du temple, c'est évident. Mais je sortirai de là, citoyen français, sans le moindre complexe, sans la moindre difficulté. L'Alliance est une expérience glorieuse. Elle a été fondée par 6 personnes, 6 adultes notables, qui un jour se sont réunis l'après-midi, en sortant de nuit, en fonde l'Alliance israélite universelle. Et c'était culturel, c'était uniquement éducatif. L'Alliance a créé un réseau d'écoles juives de culture et de langue française dans tout le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient, pour diffuser à la fois la tradition juive, la langue française et les valeurs dominées. Elle a débuté le collège des études juives en 1985 et développe la plus grande bibliothèque d'études juives en Europe. L'Alliance, c'était lui. Il incarnait le bonheur d'apprendre, la curiosité, les nouvelles méthodes pédagogiques, l'intelligence de situation, l'acceptation de la diversité. Il l'incarnait parfaitement. Donc, quand les gens incarnent à ce point l'institution, on dit que c'est vraiment mieux qu'il y ait cette place. Adi poursuit sa carrière médicale. Il devient chirurgien des hôpitaux, professeur en 1966, titulaire de la chaire d'urologie et chef de service à l'hôpital Cochin en 1976. À la fin des années 80, les urgences hospitalières sont déjà un sujet de préoccupation. Adi Steg met alors en œuvre une réorganisation drastique du système des urgences et en fait une spécialité à part entière. Dans l'urgence, on est précipité à la fois dans la maladie et à l'hôpital. Je veux dire que la rupture est double. Elle est brusquement l'entrée dans la maladie et brusquement dans le contact avec l'hôpital. Sioran dit un petit peu, lorsqu'il parle des malades, les êtres séparés que sont les malades. Il y a les malades et puis il y a les bien portants. Et là, on entre d'un coup dans la maladie et dans ce monde étrange et surprenant qu'est l'hôpital. Par conséquent, c'est à cette phase-là qu'il apparaît que l'accueil a un rôle fondamental. Et je crois qu'il faut être prêt à accueillir sans poser de questions toute détresse qui se présente à l'hôpital. Adi Steg opère une première fois François Mitterrand en 1992. Il avait découvert son cancer de la prostate quelques années plus tôt. Il l'opère une seconde fois en 1994. La même année,
Les liens d'amitié de François Mitterrand avec René Bousquet sont exposés au grand public. Même s'il s'en défend, le président de la République admet avoir recommandé de freiner des procédures judiciaires, dont celle à l'encontre de Bousquet pour éviter de raviver les plaies. Aldisteg en est profondément affecté. Pour ce qui est de Bousquet, je donne une réponse personnelle. J'étais concerné moi-même, puisque le 16 juillet, on est venu nous chercher, alors que mon père, arrêté par la police française, était déjà à Auschwitz, et que, heureusement, grâce à des Français courageux, je dirais même héroïques, on a pu se cacher et échapper à ça. Alors, vous comprendrez que mon jugement manque de sérénité. Il me semble que peut-être le président est-il plus fasciné par le personnage que épouvanté par son action. En tout cas, vous comprendrez qu'après ces explications, je reste pour ma part interdit et meurtri. Aldisteg, de sa voix douce, m'a raconté ce qui s'était passé ensuite. François Mitterrand devait contresigner une liste de personnalités appartenant au Conseil économique et social dont le mandat devait être reconduit. Un nom est barré sur cette liste, le sien. Ça a été la sanction, raturée par François Mitterrand, à la suite de cette déclaration qui, quand on l'écoute sur RTL, est très digne. On connaît l'histoire d'Aldisteg. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par les Français, secondée par l'État français. La déclaration de Chirac à la commémoration de la rafle du Veldiv est un acte héroïque. Personne ne voulait reconnaître la responsabilité de la France. Chirac le fait. Pardonnez-moi d'ajouter qu'on ne peut pas ne pas s'étonner de l'aveuglement de ceux qui, pendant des décennies, ont voulu étouffer la vérité et passer l'éponge sous le prétexte que revenir sur Vichy risquait de diviser les Français. Celle qui a été le plus affectée, il faut tout de même dire, c'est notre mère, qui ne s'est jamais vraiment remise de l'arrestation, de la déportation et la mort de son fils. Jamais. Ça a été quand même un grand dit pendant très longtemps. Ouais. Parce que moi, j'ai le souvenir qu'ils ne nous ont pas parlé jusqu'à très tard. Moi, je dirais qu'ils m'en ont parlé après que j'ai eu 20 ans. Je pense qu'ils ont voulu nous protéger, de ne pas nous en parler, de ne pas revenir là-dessus, de ne pas nous transmettre cette tristesse. Je savais qu'il y avait eu la Shoah. L'histoire des Guy, moi, le premier souvenir que j'ai, c'est que je dois avoir 10-12 ans, on est à la campagne et il passe le concerto pour violon dans Sébastien Bach et c'est maman pleure. Exactement, c'était la nuit avant qu'ils essaient de partir à la gare, et ils avaient passé la nuit à écouter ce concerto. C'est la première fois que papa m'a dit maman est triste parce que ça lui rappelle sa sœur. J'ai demandé, j'ai souhaité, j'ai été de ceux qui se battent encore pour que ce fichier soit remis au mémorial du martyr juif inconnu, c'est parce que pour beaucoup de gens, cette fiche est le seul témoignage de leur existence. C'est le cas notamment pour la fiche de la sœur de ma femme, que cette petite fiche est la personnification de toute sa vie. Un fichier des Juifs a été établi par la préfecture de police en ce qui concerne le département de la Seine, à la fin de l'automne 1940. Ce fichier était un fichier alphabétique, un fichier par nationalité, un fichier par adresse et un fichier par profession. C'est un fichier perfectionné qui a fait l'admiration des SS qui dirigeaient le service anti-juif de la Gestapo et qui l'ont contrôlé de façon à pouvoir l'utiliser pour la discrimination des Juifs et puis pour la persécution des Juifs et pour la déportation des Juifs et leur extermination. Alors je vous dis, laissez-nous enterrer nos morts. Laissez-nous à leur sépulture donner un sanctuaire. Laissez-nous nous y recueillir et pleurer et réciter le Kaddish et murmurer à l'oreille de nos enfants ces mots et ces tendres prénoms. Je vous en conjure, messieurs, faites en sorte que ce fichier soit dans sa totalité déposé au mémorial du martyr juif inconnu.
C'est faire œuvre de justice, de vérité et de respect envers les morts et envers les survivants. La mission d'étude de la spoliation des Juifs de France a été créée au début de l'année 1997. Donc j'ai toujours dit que elle aurait dû normalement porter le nom de Hadi, parce que Hadi était le moteur et l'âme de cette commission. Cette spoliation n'a été qu'une étape de toute la ligne qui va du recensement à la marginalisation, au marquage, au parquage et finalement à la déportation et à l'extermination. Entre les mains de Lionel Jospin, le second volet du rapport Matteoli sur la spoliation des Juifs pendant l'occupation. Là encore, aucun chiffre précis sur les biens non restitués après-guerre. D'abord parce qu'il reste des milliers de cartons d'archives à étudier. Ensuite parce que beaucoup de Juifs à l'époque n'ont rien osé réclamer. Il s'agit non pas simplement d'argent, il s'agit d'argent de la souffrance juive, du sang juif, et le jour où on aura éventuellement à faire une évolution, une répartition, moi, alors là, c'est une opinion personnelle, je crois qu'il faudra intégrer ces dimensions très particulières que chez la classe, une dimension sacrée. C'est ainsi qu'ont été créées une commission d'indemnisation des victimes et de leurs enfants, ainsi que la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Celle-ci soutient l'enseignement de la Shoah et des autres génocides, la préservation de la culture juive, la lutte contre l'antisémitisme et le dialogue interculturel. Toute la famille réunie le soir de Hanouka 94, on a l'impression qu'ils scrutent l'avenir. Mais pour moi, il était aussi important qu'ils sachent ce qui s'est passé dans la Shoah que ce qui s'est passé dans mon petit village. Comment c'est la Shoah? Que dire aux enfants et aux petits-enfants? C'est la première fois que disparaissent en même temps les gens et ceux qui auraient pu parler des gens. Il n'y a plus personne. Personne pour en parler. Eh bien, il est très important qu'on en parle et que nos enfants, mes petits-enfants, sachent d'abord que je les adore follement, et deuxièmement que je veux qu'ils sachent d'où nous venons, d'où je viens, d'où nous venons, et qu'ils sachent qu'ils peuvent être fiers de cette lignée de juifs pendant des siècles et des siècles qui ont maintenu un judaïsme vivant, dont mon village n'est qu'une expression. Voilà. L'assistance publique hôpitaux de Paris, à l'initiative de Martin Hirsch, décide de débaptiser le bâtiment René le Riche, ancien président du Conseil de l'Ordre sous Vichy, qui a accepté et supervisé l'exclusion des médecins juifs. Ce bâtiment, qui abritera la future école de chirurgie de la PHP, portera le nom Hadi Steg. C'était un match, un homme. C'est la première des vertus qu'on peut attendre d'un homme. Merci beaucoup, madame, pour ce... Non, merci beaucoup, madame, de ce documentaire-film plein d'émotions, plein d'humanisme et plein de valeurs, je dirais, européennes ou mondiales, qui respectent l'autre, qui aiment l'autre et qui lui permet également de se révéler d'où qu'ils viennent et qu'est-ce qu'ils pensent. Et je crois qu'il a fait beaucoup pour ses malades, pour sa famille, pour cette mémoire. Et je suis très ému à la vision de ce film.
Et merci à toute la famille Steg, merci à tous les urologues ici présents, merci à vous tous et merci aux chirurgiens en général, car nous connaissons la vie, nous connaissons sa fragilité, nous connaissons ses difficultés et mon cher Gabriel, votre père représente tout ça. Un grand merci.